la probabilité qu'un homme survive à une explosion nucléaire est très faible, voire même nulle. Mais la probabilité que celui-ci survive à 2 explosions nucléaires successives est de 0,0% fois 0%. Et cette probabilité s'appelle probablement ou forcément Tsutomu Yamaguchi, encore surnommé aujourd'hui l'homme le plus malchanceux du monde. Pour comprendre la légende de ce personnage, il est important de connaître son vécu afin de comprendre par la même occasion comment est-ce que le karma peut vous faire passer de personnes respectables et extrêmement respectées dans la société à personnes extrêmement malchanceuses. Mais avant de commencer, n'oubliez surtout pas le petit like et l'abonnement, ça compte énormément pour la chaîne. Merci. L'enfance de Tsutomu Yamaguchi est moins documentée que les événements dramatiques de sa vie adulte, mais voici ce que l'on sait. Yamaguchi est né le 16 mars 1916 dans la ville de Nagasaki, au Japon. Il a grandi dans une famille japonaise traditionnelle, dans un Japon en pleine transformation et à une époque marquée par des changements économiques et sociaux rapides. Et comme beaucoup d'autres jeunes de son époque, Yamaguchi est bien évidemment façonné par l'environnement nationaliste et militariste du Japon avant la guerre. Jeune, c'était déjà une personne ambitieuse et déterminée. Yamaguchi a grandi dans un environnement valorisant le travail acharné, le devoir envers la nation, bref, que des valeurs courantes dans la société japonaise de l'époque. Il a poursuivi des études d'ingénieur à l'université de Nagasaki, appelée à l'époque Nagasaki Technical College. Cette université était une institution extrêmement importante pour l'époque et Yamaguchi y a acquis des compétences qui définiront sa future carrière. Après avoir terminé ses études, Yamaguchi rejoint dans une entreprise du nom de Mitsubishi Heavy Industry et il travaillera pour cette entreprise pendant des années en tant qu'ingénieur. En réalité, l'entreprise pour laquelle Yamaguchi travaille est l'un des piliers majeurs de l'économie japonaise et jouera notamment un rôle majeur et crucial lors de la guerre. Elle fabrique des armes de guerre pour l'armée impériale japonaise. Elle est responsable du développement et de l'amélioration de toutes les technologies militaires du Japon. L'entreprise est le pilier de l'économie japonaise par son apport en matières premières, en infrastructures et bien d'autres. Bref, c'est pour cette entreprise que notre protagoniste Yamaguchi travaillera pendant des années en tant qu'ingénieur. À cette époque, Yamaguchi gagne bien sa vie. Le gars est épanoui, il a tout ce qu'il veut, belle maison, bon boulot, tranquillité d'esprit, femme et enfants. C'est à la fois un père de famille et un homme très respecté dans la société japonaise. Son travail d'ingénieur l'a très souvent amené à voyager, parfois même à faire le tour de l'Asie. En 1945, il se rendit donc dans la ville d'Hiroshima au Japon pour y travailler pendant 3 mois. Et après avoir fini avec la paperasse, Yamaguchi décide de rentrer chez lui à Nagasaki. C'est donc ce soir du 6 août 1945, qu'en se dirigeant vers le port de Nagasaki, qu'il fera pour la première fois face à l'inexplicable, à l'imprévisible et en même temps le tout premier événement qui marquera sa vie à tout jamais. Mais avant de comprendre exactement ce qui s'est passé, rappelez-vous qu'on est en 1945. Et qui dit 1945 dit également Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est l'un des conflits les plus dévastateurs et influents de l'histoire moderne. Elle a regroupé la majorité des pays du monde, regroupés en 2 grands groupes. D'une part, les Alliés et d'autre part, les puissances de l'Axe. Le pays de Yamaguchi, qui est le Japon, fait partie des puissances de l'Axe. En 1941, les Japonais décident sans raison apparente de lancer une attaque surprise contre la base navale américaine appelée Pearl Harbor, située au Japon. Il faut savoir qu'à cette époque, les États-Unis, eux, étaient pourtant neutres dans le conflit. En gros, les Japonais se sont dit: mais que font ces chers Américains ici? Et pourquoi ne participent-ils pas au conflit? est-ce parce qu'ils sont Si faibles? Est-ce parce qu'ils n'ont pas d'armes? Ou alors est-ce parce qu'ils ont tout simplement peur de nous? Et si on bombardait leur base navale juste pour le fun? Et si on s'amusait à leur tirer dessus comme les pauvres victimes qu'ils sont? C'est pas comme si les Américains avaient une arme ultra secrète capable de détruire tout un pays. Non? Je me trompe? Eh oh. What the... C'est ainsi que les Japonais se jetèrent dans la gueule du loup. Ce n'est qu'en août 1945 que les États-Unis décident de répondre à cette attaque lointaine en larguant 2 bombes atomiques sur les villes japonaises. D'abord Hiroshima, ensuite Nagasaki. Cette attaque des États-Unis marquera par la même occasion la fin de la Seconde Guerre mondiale. À Hiroshima, le jour même où la première bombe a été larguée, on dénombre environ 70 000 à 80 000 décès. Pendant les mois ayant suivi, beaucoup de blessés ayant fini par succomber à leurs blessures, on dénombre environ 140 000 décès. Des années plus tard, on estime que la bombe atomique d'Hiroshima aurait causé la mort d'environ 200 000 personnes. À Nagasaki, on dénombre entre 80 000 et 100 000 victimes au total. Les 2 bombes
atomique aurait donc à elle seule fait environ 300 000 victimes. Vous me poserez probablement la question de savoir quel est le lien avec notre protagoniste. Eh bien, Yamaguchi est considéré comme l'une des personnes les plus malchanceuses au monde parce qu'il est l'une des seules personnes à avoir vécu en live les deux explosions et à y avoir survécu. Je ne sais pas si vous vous en rendez vraiment compte, mais Monsieur Yamaguchi aurait vécu et survécu aux deux explosions des bombes les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. En d'autres termes, quelle est la probabilité que vous surviviez à une explosion capable de faire près de 300 000 victimes? Eh bien, cette probabilité s'appelle Yamaguchi. Si Yamaguchi est souvent décrite comme étant l'une des personnes les plus malchanceuses de l'histoire, bien qu'étant extrêmement chanceuse, c'est bien évidemment pour cette raison. Le 6 août 1945, si on peut le dire ainsi, Tsutomu Yamaguchi était en voyage d'affaires dans la ville d'Hiroshima au Japon. C'était très exactement son dernier jour dans la ville. Il se préparait donc à quitter la ville, histoire de rentrer chez lui à Nagasaki. Alors qu'il se dirigeait vers le port pour prendre un bateau, comme tout le monde ici l'aurait probablement fait, il aperçoit au loin un avion américain volant à très haute altitude dans le ciel. Il faut dire que l'avion est assez éloigné et absolument personne ne soupçonne une attaque en ce moment. Puis, soudain, l'avion largue au loin un objet assez étrange. Cet objet, il a été surnommé par les Américains Little Boy. C'est le nom qui a été donné à la bombe atomique d'Hiroshima. Après 43 secondes de chute libre et toujours sans avoir touché le sol, le mécanisme d'autodestruction de l'objet s'enclenche immédiatement. S'ensuit alors une explosion comme jamais personne n'en avait vu sur Terre. L'objet explose, libérant ainsi une lumière aveuglante. Yamaguchi aura juste le temps de se jeter dans une fosse avant que la puissance de l'onde de choc ne balaie les environs. Mais le souffle de l'explosion parvient tout de même à l'envoyer valser sur plusieurs mètres. Puis, il s'évanouit. La bombe a explosé à 500 mètres au-dessus du cœur de la ville d'Hiroshima. Une énergie monstrueuse équivalente à 15 000 tonnes de TNT a été libérée instantanément. Toutes les personnes se trouvant sur le point de chute de la bombe ont péri instantanément sans même se rendre compte de ce qui leur arrivait. Et aux environs du lieu où a été largué Little Boy, la température va au-delà des 4000 degrés Celsius. Dans un rayon d'environ 2 km du point où a été lâchée la bombe, on dénombre à peine quelques survivants. La ville d'Hiroshima n'est plus que désert et désolation. Les bâtiments et les véhicules ont été balayés au loin et les flammes de l'explosion ont carbonisé ce qui en restait. La grandiose et prospère ville d'Hiroshima n'est plus que caillasse et cendres. Bob Lewis, le pilote ayant largué la bombe atomique, observe avec horreur et désolation les effets de celle-ci. Et toujours aux commandes de son engin, il s'exclamera honteusement en disant « Mon Dieu !» Qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque Yamaguchi ouvrira enfin les yeux, le paysage est assez obscur et il ne réalise pas tout de suite ce qui vient de se passer. Il peine à voir quoi que ce soit parce que l'explosion a créé un brouillard ténébreux et impénétrable par la lumière du soleil. Yamaguchi ne comprend absolument rien parce que l'air est irrespirable et il pleut carrément des cendres des particules radioactives. C'est avec énormément de peine que Yamaguchi parvient enfin à se relever. Son visage, son torse ainsi que ses avant-bras sont brûlés, ses tympans sont carrément perforés. Tremblant et totalement désorienté, l'homme essaie de trouver tant bien que mal son chemin dans tous ces débris, dans ce gros tas de ruines qu'est devenue la ville d'Hiroshima. Il écarquille les yeux et aperçoit une espèce de champignon géant. Il parvient tout de même à se rendre au port d'Hiroshima où il rejoint deux collègues de travail ayant eux aussi survécu à l'explosion de la bombe atomique. Les trois hommes, toujours sous le choc, vont quand même passer la nuit dans une sorte d'abri anti-aérien. Le lendemain matin, Yamaguchi est déterminé à retourner chez lui à Nagasaki pour retrouver sa famille. Mais pour cela, il doit absolument rejoindre la gare ferroviaire. Sur son chemin, que ruines et désolation. La ville est en cendres, le paysage est cauchemardesque. Il y a des corps absolument partout, sur la route, dans la mer, dans les fleuves, absolument partout. Yamaguchi parvient finalement à rejoindre la gare ferroviaire qui, elle, n'a pas été trop affectée par l'explosion. Et dans un train rempli de blessés, il quitte enfin la ville d'Hiroshima pour Nagasaki. Enfin, ce qui reste d'Hiroshima. Mais à mon humble avis, peut-être qu'il aurait dû rester à Hiroshima parce que la suite de l'histoire nous apprendra que le karma n'en avait pas fini avec lui. À son arrivée à Nagasaki, le survivant est immédiatement conduit à l'hôpital et reçoit les soins nécessaires. Son corps est non seulement recouvert de plaies qui se sont infectées, mais il a également une forte fièvre. Juste pour vous donner une idée de l'état dans lequel il se trouve et à quel point c'était grave, le médecin qui le prend en charge est en fait
l'un de ses anciens camarades. Mais il ne reconnaît pas Yamaguchi. Complètement bandé de la tête aux pieds, le jeune ingénieur décide alors de rentrer chez lui. Il y arrive et est accueilli par sa mère, sa femme et son fils, qui tous les trois, ainsi que leurs proches, peinent à reconnaître Yamaguchi. Et sa mère dira plus tard qu'elle pensait voir le fantôme de son fils. Arrivé au domicile familial, Yamaguchi s'effondre. Le 9 août 1945, malgré ses blessures, sa douleur, sa fièvre, Yamaguchi parvient quand même à sortir de son lit et décide de se rendre au bureau de l'entreprise pour laquelle il travaillait, Mitsubishi Heavy Industry. Oui, mesdames et messieurs, vous m'avez bien compris. Après avoir vécu tout cela, Yamaguchi décide d'aller travailler le lendemain. Comme quoi, ce n'était qu'une explosion nucléaire de rien du tout, quoi. C'est rien, j'ai vécu pire, hein. Absolument tout le monde peut le faire, hein, sauf peut-être les 200 000 personnes qui ont péri à Hiroshima. Mais tu sais quoi? Crois en toi et crois en tes rêves et tu y arriveras peut-être. You can do it, baby! Et au travail, tout le monde s'interroge bien sûr sur l'état physique de Yamaguchi. Rappelez-vous qu'il est bandé de la tête aux pieds. C'est alors qu'au cours d'une réunion, il est appelé à se justifier devant son superviseur, son patron. Yamaguchi commence alors à tout expliquer. L'avion, l'objet relâché par cet avion, le flash blanc, l'explosion, l'onde de choc. Et il essaie tant bien que mal de décrire toutes les horreurs qu'il a vécues à Hiroshima. Mais son superviseur refuse absolument d'y croire. Au contraire, on se moque de lui, tout le monde se moque de lui. On l'accuse de faux, on le traite même de fou. Absolument personne ne croit au fait qu'une seule bombe aurait pu réduire à miettes une ville aussi grandiose qu'Hiroshima. Mais Yamaguchi ne se laisse pas faire, il recommence encore à expliquer et tout le monde en rit. Encore et encore. Un peu comme si c'était une vulgaire scène de comédie. Ironie du sort, avant même qu'il n'ait fini de se foutre de sa gueule, un flash lumineux apparaît, un bruit assourdissant retentit et une onde de choc dévastatrice souffle absolument tout sur son passage, sémant ainsi la mort et le désespoir. La malchance venait de frapper pour la deuxième fois. Une deuxième bombe atomique venait d'être larguée et celle-ci avait été surnommée par les Américains Fat Man. Cette fois-ci, Yamaguchi se trouvait à plus d'un kilomètre de l'épicentre de l'explosion et cette deuxième bombe atomique surnommée Fat Man était beaucoup plus puissante que la première surnommée Little Boy. Mais malgré sa puissance, cette bombe atomique fera beaucoup moins de victimes que Little Boy car Nagasaki était une ville montagneuse et les montagnes de la ville avaient limité le souffle de l'explosion ainsi que les ondes de choc de cette dernière. Une fois de plus, Yamaguchi a eu le bon réflexe de se jeter au sol avant que le souffle de l'explosion ne pulvérise les fenêtres du bâtiment dans lequel il se trouvait, détruisant par la même occasion ce dernier. Yamaguchi est bien évidemment blessé, mais ses blessures sont moins graves que celles que lui avait infligées la bombe atomique d'Hiroshima. Après l'explosion, Yamaguchi sort immédiatement du bâtiment et court vers sa maison. Il rentre chez lui en redoutant le pire. Vous l'avez compris, ce n'est pas pour sa vie que Yamaguchi s'inquiète, mais bien évidemment pour la vie de sa mère, sa femme et de son fils. Sur le trajet, il prie de tout son cœur que ces derniers soient sains et saufs. Et heureusement pour lui, ils le sont. Malgré quelques petites blessures ici et là et le fait que leur maison ait été réduite à l'état de cendre, ils sont sains et saufs. Pendant plus de 6 jours, le couple et leur enfant va terrer dans une sorte d'abri anti-aérien. C'est à partir de ce moment que Yamaguchi va commencer à avoir de très graves problèmes de santé. Il vogue au quotidien entre la vie et la mort. Mais vous connaissez désormais Yamaguchi, il était extrêmement tenace. Il parvient donc à survivre à ces maladies. C'est à partir de cette période que Yamaguchi commence à se sentir extrêmement malchanceux et décide donc de garder le silence sur ces événements pour le restant de ses jours. Yamaguchi gardera le silence pendant près de 60 années. 60 longues années. Plus d'un demi-siècle. Et ce n'est qu'au début des années 2000 qu'il décidera enfin de le briser. Après la guerre, Yamaguchi a mené une vie relativement discrète, mais son expérience unique en tant que double survivant des bombardements atomiques l'aura marqué pour le reste de son existence. Il a repris son travail d'ingénieur après la guerre chez Mitsubishi Heavy Industry, entreprise dans laquelle il était employé
avant les bombardements. Il y restera même jusqu'à sa retraite. D'ailleurs, cette entreprise, avec le temps, a connu une série d'évolutions majeures, devenant aujourd'hui l'un des leaders majeurs dans le secteur de l'aérospatial, la construction navale, l'énergie renouvelable et même les systèmes de défense. Bref, c'est toujours un peu la guerre. Après la guerre, Yamaguchi aurait souffert de problèmes de santé dus aux radiations, comme la majorité des survivants d'ailleurs. Et malgré cela, il a vécu jusqu'à l'âge de 93 ans. Il a perdu son fils aîné à l'âge de 59 ans, décédé suite d'un cancer de l'estomac, probablement en raison de l'exposition aux radiations. Dans les dernières années de sa vie, Yamaguchi est finalement sorti de son silence et est devenu un porte-parole très actif contre les armes nucléaires. Bien qu'il soit resté à tort, silencieux pendant une très grande partie de sa vie, il a commencé à parler publiquement de ses expériences dans les années 2000, plaidant encore et encore pour le désarmement nucléaire et l'abolition des armes atomiques. En 2006, il a publié son livre de poèmes relatant ses expériences. Le livre n'est malheureusement pas disponible en français ou en anglais, donc je n'ai pas pu le traduire. Désolé. En 2009, le gouvernement japonais a officiellement reconnu Yamaguchi comme étant Niju Hibakucha, ce qui signifie tout simplement survivant des 2 explosions des bombes atomiques, ou alors double survivant, c'est comme vous voulez. Niju signifie double et Hibakucha signifie tout simplement survivant. Ce titre fait de lui la seule personne officiellement reconnue comme telle par le gouvernement. Tsutomu Yamaguchi est décédé en 2010, laissant derrière lui un puissant témoignage sur les horreurs de la guerre nucléaire et un appel à la paix et au désarmement mondial. L'histoire de Tsutomu Yamaguchi est à la fois tragique et très inspirante, car il a été confronté à l'un des pires événements de l'histoire de l'humanité, non pas une, mais 2 fois de suite. Et malgré cela, il aura réussi à survivre pour raconter son histoire. Son récit servira à jamais comme un puissant rappel des dangers que représentent les armes nucléaires et de la résilience de l'esprit humain. Il travaillait pour une entreprise fabriquant des armes et il a été confronté 2 fois de suite à la pire arme jamais utilisée dans le monde. Et ainsi s'achève donc l'histoire de Yamaguchi. Si cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le petit like et également de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Laissez-moi également vos avis en commentaire, si vous avez des suggestions, des avis, bref, mettez tout en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis au revoir et à très bientôt.